Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. Maître Adrien Oumbédi, l'un des sages de l'Union progressiste Le Renouveau, a rendu visite à l'ancien président Boni Yayi ce dimanche 16 mars. Des précisions dans cette édition. Dans un entretien exclusif accordé à Jeune Afrique, le président béninois Patrice Talon est revenu sur la condamnation de son ancien confident et proche collaborateur Olivier Bokor, assure dans cette édition le résumé de cette interview. En sport, phase retour de la Ligue Pro de football 2024-2025 au Bénin, assure dans cette édition le récapitulatif de la 22e journée. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, a rendu visite ce dimanche 16 mars, une visite de courtoisie, à l'ancien président Boni Yayi. Les échanges entre les deux hommes ont duré près de 2 heures d'horloge selon des sources. Les deux hommes d'État ont échangé autour des questions liées à la sécurité dans le nord du pays. Ils ont également passé en revue les sujets qui mettent en péril le vivre ensemble au Bénin. Boni Yayi et Adrien Oumbédi ont convenu de la nécessité de poursuivre et de renforcer les concertations entre les anciens présidents d'institutions du Bénin depuis la constitution de la Conférence nationale de 1990 et de consolider la paix et la concorde entre les filles et fils du Bénin. Autre sujet abordé selon les informations, le récent entretien du chef de l'État Patrice Talon accordé aux médias Jeune Afrique et les prochaines élections générales de 2026. Il faut rappeler que l'ancien président Boni Yayi était en février dernier au domicile de Maître Adrien Oumbédi à Porto Novo et c'était une visite de courtoisie. Le chef de l'État Patrice Talon a brisé le silence et s'est prononcé au sujet de l'affaire Bokor Omeki au cours d'un entretien accordé aux médias Jeune Afrique. Le résumé de ses propos vous est proposé par ESAE TV. Le président Patrice Talon de la République du Bénin assure qu'il ne sera pas candidat en 2026 pour la présidentielle. Son dauphin retourne sur les faits de la nuit du 23 au 24 septembre 2024 impliquant Olivier Bokor et Oswald Omeki. Ainsi se présentent entre autres les questions sur lesquelles le chef de l'État béninois a répondu lors d'une interview accordée à Jeune Afrique. Lors de ces échanges, le président a brisé le silence pour la première fois concernant la tentative de coup d'État, une affaire qu'il qualifie de drame, une tragédie intime. Pour lui, Olivier Bokor était bien plus qu'un allié politique. Il ajoute également lui avoir délégué des responsabilités dont la supervision des services de renseignement, la gestion des relations politiques. Patrice Talon admet avoir été sceptique lorsqu'on lui a annoncé que son ami complotait contre lui. Lorsqu'on est venu m'annoncer qu'Olivier Bokor complotait contre moi, j'ai d'abord cru à des sonnettes. J'étais dans le déni, a-t-il laissé entendre. Pour le locataire de la Marina, Olivier Bokor a trahi sa confiance en foulant aux pieds une promesse chère à ses yeux. Il dit être désorienté par rapport à la situation. Ces mots
Je ne sais pas ce qui lui a pris. Pour lui, s'ils en sont arrivés à cet extrême, c'est parce qu'Olivier Bokor s'était entouré d'une cour de flatteurs qui l'encourageait dans son ambition et c'est cela qu'il a perdu. Toutefois, il reconnaît avoir une part de responsabilité. Sans m'en rendre compte, j'ai créé un monstre. Depuis l'incarcération de celui qu'il considère comme son meilleur ami, Patrice Talon avoue n'avoir pas échangé avec lui. Hormis l'affaire tentative de coup d'État, les prochaines joutes électorales et un probable troisième mandat ont animé les échanges. Une question agaçante fait remarquer le président béninois. Une énième fois, je vous le redis, non, je ne serai pas candidat. Pour ce qui est du profil de son dauphin en 2026, il faudra attendre. Je le dirai le moment venu, annonce le président. Toutefois, il ne s'agira pas d'un dauphin à son image. Aussi, il affirme qu'il ne fera pas usage de son droit de grâce avant son départ. Le président béninois est revenu sur la situation sécuritaire au nord du Bénin. Il s'agit d'une situation qui fait-il remarquer l'inquiète. C'était également l'occasion pour lui de dissiper les doutes concernant une probable base militaire implantée sur le sol béninois. Pour le chef de l'État, son objectif de favoriser l'émergence d'un béninois nouveau est atteint car selon ses dits, l'état d'esprit de mes compatriotes a profondément changé. Il affirme également avoir déjà des projets pour le lendemain de l'investiture de son successeur. Dans un communiqué officiel publié le 15 mars 2025, le ministère des Affaires étrangères du Bénin a tenu à rassurer les citoyens sur l'absence de toute restriction des visas américains. Le gouvernement béninois affirme n'avoir reçu aucune notification officielle des États-Unis concernant une suspension de l'octroi de visas pour les ressortissants béninois en Amérique. De plus, les démarches effectuées auprès des autorités américaines n'ont permis d'obtenir aucune confirmation de cette information. Le ministère invite donc les citoyens béninois détenant un visa américain et prévoyant de voyager à maintenir leur projet tout en assurant que toute évolution sur le sujet sera communiquée par les canaux officiels. Le gouvernement souligne que les relations diplomatiques entre le Bénin et les États-Unis restent solides, basées sur le respect mutuel et la coopération dans plusieurs domaines. Il faut noter que cette clarification intervient après un entretien fructueux le 10 mars 2025 entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari. Autre information dans cette édition, en audience au palais de la Marina, le chef de l'État Patrice Talon a reçu à son cabinet le 11 mars dernier le ministre des Affaires extérieures du Brésil, Mauro Vieira. Il était accompagné d'une forte délégation. L'objectif de sa visite au Bénin, dynamiser et donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux nations. Plus de précision à travers cet élément. Mai 2024, Brasilia. À l'invitation de son homologue, le président Patrice Talon foule le sol brésilien. Objectif, renforcer les liens historiques et économiques entre le Bénin et le géant sud-américain. Deux nations, un héritage commun et une ambition partagée, faire de la coopération Bénin-Brésil un véritable levier de développement. Moins d'un an plus tard, le Brésil passe à l'action. Cette fois, c'est Mauro Vieira, ministre brésilien des Relations extérieures, qui atterrit à Cotonou pour renforcer cette dynamique. C'est un bonheur de vous recevoir. Merci d'être venu à nous. Au cœur de sa visite, une audience avec le président Patrice Talon. Les discussions s'intensifient autour de la facilitation des échanges commerciaux, de la connectivité aérienne et maritime et de l'alimentation scolaire. La connectivité aérienne, donc nous y travaillons de manière très accélérée, de façon à ce que demain, les Béninois qui souhaitent se rendre au Brésil n'aient plus besoin de passer par d'autres continents, ils puissent aller en ligne directe, et je pense que cela pourra se concrétiser de façon rapide. Dans le secteur de l'éducation, nous avons parlé des bourses d'études qui vont, dans la mesure du possible, être amplifiées pour que de plus en plus de Béninois, il y en a déjà pas mal, mais puissent être formés du côté de Brésil, mais aussi dans la formation professionnelle avec un institut comme Senai qui a déjà fait ses preuves et qui
pourrait appuyer concrètement et de manière très, très rapide les efforts de professionnalisation de l'éducation au Bénin. Donc autant vous dire qu'il y a énormément de secteurs sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui qui commencent déjà de manière concrète à avoir des résultats. Le Brésil et le Bénin partagent des liens culturels très forts. C'est un secteur dans lequel nous avons aussi beaucoup à échanger. Nous avons eu au mois de janvier de cette année la visite d'une délégation brésilienne qui avait en tête la ministre de la Culture qui est venue à Ouida pour le Vudum Days, et elle a pu constater l'importance de la relation du point de vue culturel, social et le grand lien entre la population des deux pays. Autre moment clé, l'invitation officielle du chef de l'État béninois à la COP 30 qui se tiendra du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, au nord du Brésil. Une occasion pour le Bénin de défendre ses ambitions climatiques sur la scène internationale. Nous allons multiplier les échanges, les rencontres, de manière à ce que ce petit cours d'eau qu'est l'océan Atlantique, comme le dit le président Lula, ne soit réellement qu'un petit cours d'eau et que nous puissions réellement bâtir ce pont entre le Brésil et le Bénin. La coopération bénino-brésilienne prend un nouvel élan. L'histoire continue de s'écrire avec un avenir tourné vers l'innovation et le progrès partagé. Patrice Talon a reçu jeudi dernier les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs. C'était à l'occasion d'une cérémonie fort simple et empreinte de solennité qui procède à la redynamisation et de la coopération entre le Bénin et ses 10 pays. Suivons ensemble cet élément qui nous en dit plus. C'est encore un moment clé de la diplomatie béninoise. Patrice Talon accueille de nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin. Chacun porteur d'ambition et d'amitié renouvelée. Rituel qui consacre leur prise de fonction officielle et le renforcement des liens entre le Bénin et leurs nations respectives. Né en 1973 à Nandine, Zhang Wei a consacré près de 3 décennies à représenter son pays sur la scène internationale. De l'Afrique à l'Europe, de la France à Madagascar, il a œuvré au rapprochement des peuples. Désormais, en tant qu'ambassadeur de la Chine au Bénin, il poursuit cette mission avec un objectif clair, renforcer les liens sino-béninois et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. J'ai la certitude, avec l'attachement du président de la République, avec les efforts de tous nos amis béninois, avec le travail de nous tous, les relations sino-béninoises vont continuer à se développer, à se consolider, au bénéfice de nos deux pays et de tout le peuple. Un homme d'église au service de la diplomatie, Monseigneur Ruben Ruiz Menardi, né en Argentine en 1964, a parcouru le monde au nom du Saint-Siège. Son engagement l'a mené du Congo à la France, en passant par Cuba et la Centrafrique. Fort de son expérience au cœur du Vatican, il pose aujourd'hui ses valises au Bénin, porteur d'un message de dialogue et de paix. L'Église est présente au Bénin depuis plus de 150 ans, de façon continuelle, et la collaboration est optimale. Et je pense que ça aussi, on pourra continuer à développer. La présence de l'Église au Bénin est très positive et continue à se développer pour le bien-être spirituel de la population et surtout pour aider dans les domaines sociaux qui sont aussi très importants pour toute la population. 40 ans de carrière au service de la justice nigérienne. Kadade Chaibou, magistrat chevronné, a gravi les échelons des tribunaux locaux jusqu'à la Cour de cassation. Son parcours est marqué par une quête constante d'équité et de rigueur. Désormais, c'est au Bénin qu'il représentera son pays avec la même exigence et la même dévotion. Nous nous réjouissons maintenant de l'établissement de confiance aujourd'hui entre le Bénin et le Niger. Maintenant, tout notre souhait, et de par l'entretien qu'on a eu avec le chef de l'État, c'est en tout cas dans la mesure du possible essayer d'aller directement
dans la composition de la commission mixte nigéro-béninoise, donc dans le rôle et de se pencher par rapport à tous les différends qui intéressent les deux pays. Des couloirs d'Accra au bureau de Port-au-Prince, Tina Guthrie a bâti sa carrière au rythme des défis du développement international. Experte en coopération, son engagement l'a menée de l'Afrique à Haïti en passant par le Moyen-Orient. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice du Canada au Bénin, elle met son expérience au service d'un partenariat renforcé. Le Canada va faire avancer ses relations diplomatiques avec l'Afrique. Pour le Bénin, ça veut dire que le Canada a confirmé notre intention d'ouvrir une ambassade à part entière ici au Bénin. D'autres priorités pour le Canada, non seulement en Afrique, mais aussi au Bénin, incluent la croissance économique. Ici, il y a beaucoup de potentiel de faire avancer les relations commerciales entre le Canada et le Bénin. Fin connaisseur des rouages de la CEDEAO, Siaka Sissoko a passé sa carrière à tisser des liens entre les nations africaines. De Conakry à Abuja, il a piloté de grands programmes régionaux. Son arrivée au Bénin marque un nouveau chapitre dans son engagement pour l'intégration et la coopération africaine. D'abord, nous avons réitéré les relations historiques d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. Et ensuite, nous avons évoqué les différentes pistes. Disons, on a déjà une coopération, mais comment raffermir les relations de coopération que nous avons déjà entre nos deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur, à travers des programmes d'échange interuniversitaires. Nous avons également évoqué la nécessité de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Des sciences physiques à la diplomatie, le parcours d'Assielou Félix Tanon est à l'image de la polyvalence ivoirienne. Ancien conseiller à la présidence, expert en relations internationales, il a joué un rôle clé au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, il met son expérience au service du rapprochement entre Abidjan et Cotonou. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer pour aller vers d'autres marchés. Nous avons des entreprises ivoiriennes qui peuvent venir s'installer ici. Nous avons des entreprises béninoises qui peuvent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Heureusement que nous avons la zone de libre-échange continentale. Diplomate, enseignant, écrivain, Antite Moussen est un homme de lettres et de relations. De Tunis à Ankara, il a multiplié les expériences alliant diplomatie et transmission du savoir. Son expertise en relations internationales sera désormais un atout pour renforcer les liens entre la Tunisie et le Bénin. Tout le monde est satisfait des relations qui existent entre nos deux pays et tout le monde est conscient que ces relations doivent être davantage une priorité pour les deux pays. Donc on est deux pays frères, deux pays amis, liés par des accords diplomatiques et politiques et commerciaux. Nous sommes là pour faire évoluer ces relations pour atteindre un stade honorable. Donc on fera pour le mieux pour que ces relations soient une référence des relations entre deux pays africains. De Lisbonne à New York, en passant par Moscou et Caracas, Paulo Martins dos Santos a sillonné le monde pour porter la voix du Portugal. Grand serviteur des relations multilatérales, il a représenté son pays dans les plus grandes institutions. Je souhaite que le progrès et le développement que j'ai pu constater, parce que comme je vous disais, j'étais ici en visite privée, et j'ai pu constater que vraiment c'est vraiment impressionnant le développement que ce pays a vu les dernières années. Et j'espère que le Portugal puisse aussi contribuer pour cette dynamique que vraiment je suis vraiment impressionné de certifier le dynamisme de cette économie et de la vie en général ici. Polyglotte et fin connaisseur de la scène internationale, Ali Tistak a consacré sa carrière à la diplomatie iranienne. De la mer Caspienne à l'Afrique, il a multiplié les expériences stratégiques. Son arrivée au Bénin témoigne de la volonté de son pays d'intensifier la coopération bilatérale.
Au cours de l'audience, nous avons échangé sur nos relations, et particulièrement les relations économiques et politiques qui lient nos deux pays. Et nous avons ensemble parlé des efforts à fournir dans le futur pour développer ces relations-là, afin d'unir davantage donc nos deux pays pour le bien de nos deux populations. Banquier, économiste, diplomate, Oksine Mezued a navigué entre les sphères financières et diplomatiques. De la Russie au Venezuela, il a contribué à l'essor des échanges internationaux de son pays. Son rôle au Bénin s'inscrit dans cette continuité. Au cours de l'audience que m'a accordée le chef de l'État, on a passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Bénin et les perspectives de leur développement. Nous avons également parlé des différentes échéances bilatérales qui se profilent dans un proche futur. D'horizons divers, au parcours unique, ces nouveaux ambassadeurs incarnent les liens qui unissent leur nation au Bénin. Avec eux s'ouvre une nouvelle ère de coopération, d'échange et de fraternité. Comment réussir à fédérer les initiatives de promotion du leadership politique féminin au Bénin? La question a été au cœur des échanges entre la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi-Talata, et une délégation de l'unité de gestion du projet d'appui à l'égalité de genre conduite par Valérie Idossou. C'était le 13 mars dernier. Suivons ensemble. Nous sommes venus voir la vice-présidente pour la remercier pour son accompagnement sur les questions de leadership politique féminin et sur les questions touchant à la gente féminine de façon générale. Et nous avons profité de l'occasion pour lui présenter notre programme et ensuite espérer son appui, son soutien pour nos activités à venir, notamment pour une activité relative à la synergie d'action et à la coordination autour des projets de promotion du leadership politique féminin. Lundi 10 mars, dans une interview sur RFI, l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo s'est prononcé sur la situation des libertés publiques sous le régime de Patrice Talon, abordé dans ses mémoires. Il a plaidé à l'occasion pour la liberté des prisonniers politiques et le retour des exilés, ce qui suscite des commentaires au sein de l'opinion publique. Agapite Napoléon Maforican fait une analyse politique de ses propos au micro de Zaï TV. Suivons ensemble. Le fait même qu'il ait pu le dire et qu'il ait pu rentrer chez lui dormir montre qu'il y a les libertés publiques au Bénin. Là où il n'y en a pas, il n'aurait pas eu cette chance de retourner chez lui et de dormir en paix. Je pense qu'il y en a qui jouissent de cette liberté et qui sont les premiers à dire qu'il n'y en a pas. Heureusement que ceux qui parlent comprennent ce qu'ils veulent dire. En fait, ils veulent quelque chose qu'ils n'ont pas. Il y a des gens qui sont en prison, qu'ils ne veulent pas voir en prison. Rekia et Ayevo, qui sont les noms qu'il a cités, sont des amis, des frères, des mamans, des pères, des mères, des gens. Donc, personne ne veut bien les voir en prison, personne ne peut être heureux. Mais au même moment, il se fait que la justice du pays leur a reproché des choses et les a envoyés en prison. De deux choses l'une, soit Nicéphore Soglo est au-dessus de la justice du Bénin, tout comme tous les autres, soit notre justice est au-dessus et on continuera à travailler sur les leviers qui pourraient permettre à ceux dont il a cité les noms de retrouver la liberté sous d'autres formes. Oui, on a l'impression qu'il y a une action synchronisée de dire les mêmes choses. Batoko a parlé, Olo a parlé, Ngbeji a parlé,
Et pourtant, ça n'a jamais été, la situation des droits de l'homme n'a jamais été pire aujourd'hui qu'hier. Et peut-être que le président Senghor a oublié les conditions dans lesquelles il a quand même fini le pouvoir. C'est son pouvoir de 6 ans, le premier de la transition, mais surtout les 5 du quinquennat. La question de la Tabor, hein? La répression contre certains militaires du nord du pays. Il y a des situations de gestion du pouvoir que lui peut expliquer et qu'il n'a hélas pas expliqué dans son livre. Mais que d'autres peuvent expliquer, qu'on comprenne, parce que c'est lui qui a le pouvoir des contraintes dans la gestion. La date du 13 mars 2025 marque le 26e anniversaire de décès de Monseigneur Isidore de Souza. À cette occasion, le père Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix IAJPECO, nous décrit la personnalité de l'homme qui a joué un rôle clé lors de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. On suit ensemble. Monseigneur de Souza est d'abord un évêque, archevêque et grand citoyen de ce pays. D'abord comme archevêque coadjuteur et archevêque, Monseigneur de Souza s'est montré un pasteur exceptionnel, un pasteur hors pair, et un pasteur dont les œuvres parlent d'elles-mêmes, qu'elles soient des œuvres caritatives, des œuvres sanitaires et des œuvres éducatives. Monseigneur de Souza était sur tous les fronts, il était sur tous les chantiers. Monseigneur de Souza, c'est un pasteur de terrain. Il n'est pas un bureaucrate, il n'est pas un administratif. Il est sur le terrain, proche des fidèles, proche des prêtres. Et il avait une intelligence vive, une intelligence prospective et une intelligence d'espérance. Et donc il est passé dans notre église comme étant un baobab, comme étant un modèle, et un modèle dont la pérennité est incomparable. Et pour moi, Monseigneur de Souza, que j'ai côtoyé, étant enfant, étant adolescent, c'est un saint qui est digne de vénération. Ensuite, Monseigneur de Souza, grand citoyen. Vous savez, un prêtre, un évêque est fondamentalement citoyen. On ne vit pas le sacerdoce en dehors de sa citoyenneté. Et j'ouvre une parenthèse ici pour montrer à quel point l'Église et les hommes d'église sont des hommes politiques à part entière. En Amérique latine, le pape François a fait un travail monumental au plan diplomatique, au plan politique. Et c'est pour vous dire qu'on ne dissocie pas la citoyenneté, le patriotisme du ministère presbytéral, du ministère épiscopal. Alors, Monseigneur de Souza s'est inscrit dans cette citoyenneté ecclésiastique. 35 ans après la conférence des forces vives de la nation, le père Aguenounon se prononce sur l'héritage laissé par Monseigneur Isidore de Souza, qui n'était que l'un des protagonistes de cette conférence. Ces propos sont recueillis par ESAE TV. L'héritage aujourd'hui, il faut dire que je souhaite retenir 3 éléments. Le premier élément, c'est la place de l'homme, sa valeur, sa mission, son bien-être
son mieux-être, sa sécurité et les droits de l'homme. Alors, ce premier palier a décliné tout au long des régimes. Et aujourd'hui, l'homme est relégué au dernier rang. Et j'aime le dire qu'aujourd'hui, l'homme ne fait que chanter la beauté des pierres. Il s'agit à ce niveau de tenir debout le bout infrastructurel est le but de la promotion de l'homme. Et donc la conférence nationale a voulu donner à l'homme sa liberté, sa dignité dans la vérité, dans la formation intégrale pour qu'il soit davantage homme, pour qu'il soit davantage humain. Le deuxième point, c'est que la conférence nationale qui nous donne la démocratie, nous donne la démocratie comme étant le cadre, l'espace et l'environnement favorable au développement. La démocratie n'est pas une panacée pour le développement. La démocratie donne le cadre, donne l'espace et l'environnement. On l'a entendu, parfois on parle de dictature du développement. C'est un non-sens. Le développement, c'est le changement harmonieux du cœur de l'homme, c'est-à-dire du dedans vers le dehors. Et il change son milieu. Donc le troisième niveau, c'est de travailler à la mémoire, de travailler à conserver cette histoire de la conférence nationale, travailler à communiquer cette histoire, enseigner cette histoire et à valoriser la démocratie. Si l'Afrique est à l'étape fondationnelle de la démocratie, donc à l'étape du balbutiement, et déjà et en même temps condamne la démocratie, alors qu'elle n'a pas fini, bon, du moins l'Afrique n'a pas fini de fonder la démocratie, et elle condamne elle-même cette démocratie et se tourne vers d'autres réalités. C'est un problème de formation. C'est un problème de formation des cœurs. C'est un problème de formation de l'esprit. La démocratie, c'est le système qui nous sécurise le plus. Les maires des communes du Bénin ont effectué jeudi dernier une visite à la G10, la zone industrielle de Glodjigbe, initiée par l'Association nationale des communes du Bénin. Cette visite leur a permis de découvrir les innovations industrielles de ce projet gouvernemental. Reportage signé Eusel TV. Visite au sein de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Les maires du Bénin, sous le leadership du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atrokpo, ont parcouru les industries et les différentes entités de la GDIZ. Mais avant, le directeur général de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, SIPI Bénin, Letondi Béreton, a exposé à ses hôtes les objectifs, compartiments et projets de la GDIZ. Cette innovation s'illustre comme un véritable outil d'absorption des jeunes au chômage. Les maires ont également exposé leurs préoccupations qui ont trouvé des solutions. L'initiative du président de l'ANCB, Luc Setondi Atrokpo, a amené les responsables des communes à la découverte des industries de textile, de transformation des matières premières du Bénin et bien d'autres. La GDIZ a été visitée aujourd'hui par les maires du Bénin. Et je puis simplement dire que nous avons assisté à une fierté nationale. C'est vrai, beaucoup en ont entendu parler, beaucoup ont lu ça sur les réseaux, mais ils sont nombreux à avouer qu'avant de venir ici, ils étaient à milieu d'imaginer ce niveau de transformation de nos produits, ce niveau d'organisation, ce niveau, je dirais, de création d'emplois. Oui. On a été
tous émerveillés par la visite que nous avons effectuée. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas rêver d'un niveau d'industrialisation aussi grand. Vous savez, j'ai toujours dit que l'indépendance n'existe que lorsqu'elle est économique. Elle n'est pas économique, qu'elle n'est que politique. Pour moi, c'est un pis-aller. Et là, nous sommes en plein dans l'industrialisation de notre pays. Je voudrais saluer la volonté du chef de l'État, celui qui a impulsé ce dynamisme. Remercier donc le président Patrice Talon, tout son gouvernement, et remercier l'équipe de la GDZ que nous avons vue avec en tête le DG. Cette visite a été une expérience riche en émotions. Fiers et honorés, les élus n'ont pas caché leur admiration. J'avoue que c'est une très belle occasion que le président de l'ANCB nous a, en fait, vraiment, ça nous a permis de découvrir davantage ce qui se passe dans notre pays. La transformation à laquelle le Bénin a eu droit depuis 2016. Je pense que c'est tellement impressionnant. Si on nous dit que c'est au Bénin que des choses comme ça se passent, je pense qu'on ne pouvait pas y rêver. Parce que lorsque nous avons des usines qui produisent des produits que nous allons vendre à l'extérieur, ça va créer de l'emploi, ça va créer la richesse, ça va faire accroître l'économie locale. Personnellement, je suis émerveillé et c'est le cas de tous mes collègues maires. Et ensemble, nous avons pris cet engagement-là pour, par nos petits moyens, nos petites positions, renforcer ce qui se fait ici afin qu'on puisse avoir 2, 3, plusieurs zones industrielles. On ne parlera plus de Glodjibé, on parlera de la zone industrielle de Glazoué, on parlera de la zone industrielle de Niki, de Malanville, etc., etc., en fonction des spéculations qu'on produirait dans ces zones-là. J'ai rencontré plusieurs jeunes filles comme jeunes garçons de ma commune et très ravis. Je ne peux que remercier le gouvernement qui a à sa tête son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Et particulièrement, je prierai pour lui et en ce mois béni. Pour lui, non seulement pour lui et pour sa femme. C'est le moment pour moi, au nom de mes collègues, de réitérer notre soutien au président de la République pour ces initiatives. Les maires se sont engagés à être des ambassadeurs de la GDIZ et surtout à œuvrer pour faire vivre l'expérience à leurs conseils communaux. Bonne nouvelle pour Dieudonné Aloukoutou, incarcéré, l'ex-secrétaire exécutif de la mairie de Kpoma-Sey va retrouver sa liberté en attendant la suite de son procès à la Criette. La juridiction spéciale a accordé jeudi dernier la liberté provisoire à l'ancien patron de l'administration de la mairie de Kpoma-Sey, poursuivi pour des faits d'abus de fonction. Une décision de la Cour qui fait suite à la sollicitation de l'avocat du prévenu. Maître Omer Tchakpe, avocat au barreau du Bénin et conseil de l'ex-SE, a introduit la requête auprès du juge et la Cour a donné une réponse favorable à sa demande. Mais dans sa décision, le juge a assuré Dieudonné Aloukoutou a payé une caution de 300 000 francs. Après le délibéré sur la mise en liberté provisoire, la Criette a renvoyé le dossier au 10 avril prochain pour continuer les débats. À l'audience du jeudi dernier, le juge a constaté une nouvelle fois l'absence des deux sachants convoqués pour éclairer la Cour sur les faits reprochés aux prévenus. La juridiction souhaite la présence de membres de la commission d'enquête et un inspecteur du ministère de la décentralisation. Elle a donc ordonné qu'une nouvelle convocation leur soit envoyée. Autre information, au Bénin, les députés ont adopté jeudi dernier la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle. La plénière a été dirigée par Louis-Yves Lavonou, président du Parlement national. La dite loi a été adoptée à la majorité des députés présents et représentés. 18 députés ont voté contre. Cet élément réalisé par ESAE TV dresse la liste complète des 80 chefferies traditionnelles.
l'Assemblée nationale, lors de la première session extraordinaire de l'année 2025 du Parlement béninois, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle du Bénin a été votée et approuvée par les députés de la 9e législature. Ainsi, à l'issue de cette étude, les élus nationaux ont voté à l'unanimité, sauf 18 voix provenant de l'opposition parlementaire. Alors, la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle a été approuvée à l'unanimité par les élus du peuple béninois. Ainsi, les 16 royaumes, 80 chefferies traditionnelles et chefferies coutumières sont identifiés et validés. Se présente comme suit la liste des 80 chefferies. Washi de Komé, Sahwe de Doutou dans Hoyogbe, Idje, Kotafon dans Lokosa, Dangbo, Panwiyan, Soklogbo, Bafo, Dovi Somé, Aguayon, Bowele, Tankou, Tio, Wedeme dans Glazoué, Asante, Don, Gunli, Toga, Agonve, Pankou, Zayanado, Agonli, Huegbo, Torebosito, Adjara, Ketonu, Ekpe, Avrankou, Koutago, Logozohwe, Monkpa, Doissa, Akplankpa, Wesse, Mondi, Huayan dans Grand Popo, Agwe, Loasame, Azove, Akplahwe, Lalo, Adjaome, Djakotome, Mokole, Manigri, Ibere, Wanou, Kikele, Igbo Makro, Doge, Bante, Adjawere, Koroku, Aparaku, Kandi, Daru, Para, Perere, Kalale, Basso, Bassi, Sinande, Saore, Gengberege, Abembereke, Bouanri, Gera, Sekere, Chaourou, Mora, Wonkuru, Tano, Kabo, Wari, Kokobwe, Pane, Nyensi, Digidiru, Ginagourou, Birni, Keru, Wassa, Karimama, Guéné. Ainsi donc, le haut-commissariat de la chefferie traditionnelle sera créé. Le haut-commissaire de la chefferie traditionnelle sera bientôt élu dans les tout prochains jours. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a reçu lundi 10 mars une délégation du Fonds international de développement de l'agriculture FIDA, conduite par sa vice-présidente, qui a visité les sites du PADAM et du PROCAR, des projets et programmes visant l'autonomisation de l'agriculture au Bénin par les communautés rurales et mutuelles. Le point de ce reportage signé ESAE TV. Le Fonds international de développement agricole FIDA, un partenaire stratégique du gouvernement béninois pour booster le secteur. La vice-présidente de l'organisation onusien a procédé aux côtés du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à la visite des sites des projets PADAM et PROCA ce lundi 10 mars 2025. Nous avons pensé à mutualiser les moyens en créant, disons, un programme FIDA, qui nous permet de faire un suivi rapproché. Dans le portefeuille de ce programme, aujourd'hui, nous avons 3 projets actifs. Le premier, c'est un projet de développement du maraîchage. Le second projet, c'est le projet de développement de certaines de nos spéculations dites conventionnelles qui rentrent dans nos habitudes alimentaires. Le troisième projet, celui qui nous permet de relier les divers marchés au bassin de production et qui est un programme entre le Bénin et le Togo. Avec l'impulsion du FIDA, le Bénin dispose désormais de ressources nécessaires pour étendre la superficie des espaces cultivés, mais également faciliter la transformation des matières premières. Ce qui se voit, c'est que le gouvernement du Bénin a de grandes ambitions. Donc, le FIDA, notre rôle, c'est accompagner le gouvernement pour mettre en action les ambitions du gouvernement et puis on est toujours là. On a travaillé ensemble depuis 1978 et on va continuer à travailler ensemble. De Grand Popo à Ouida, ces nouvelles infrastructures constituent un levier important pour le développement agricole au Bénin, notamment dans les départements concernés. Le département de Mono est connu pour sa richesse agricole et sa résilience et continue de progresser grâce aux nombreuses initiatives novatrices dont celle qui nous réunit ici. Le PADAM, grâce au financement du FIDA, révolutionne le monde agricole au Bénin et recule les frontières de la pauvreté rurale. En marge de cette descente sur le terrain, il a été procédé à la remise de tracteurs issus de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à plusieurs coopératives. Cette action vise à alléger la tâche des cultivateurs dans la production et la mise sur le marché de consommation des produits agricoles made in Bénin de qualité. Cette visite intervient à quelques heures de l'inauguration du siège du Fonds international de développement agricole FIDA. Le FIDA est officiellement installé au Bénin cette semaine devant un parterre d'invités
côté, les responsables à divers niveaux ont inauguré les bureaux du Fonds international de développement agricole. Compte rendu signé ESAE TV. C'est acté. Le drapeau du Fonds international de développement agricole flotte dans le ciel béninois. Devant un parterre d'autorités politico-administratives, le FIDA ouvre son bureau pays à Cotonou au Bénin. Ce que le bureau va changer, c'est renforcer la coopération. On a des projets qui sont en train de changer positivement, avoir positivement l'impact sur les vies rurales. 500 000 personnes sont directement dans les projets. Ils sont en train de créer des opportunités durables pour les populations rurales, pour les femmes et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Après plusieurs décennies de collaboration et d'appui, le FIDA, une institution spécialisée du système des Nations Unies, renforce ainsi sa présence au Bénin. Ça nous lance un gros défi d'être à la hauteur de ses attentes. Ça nous lance un défi d'être au plus près des populations. Nous avons vu des bureaux des Nations Unies s'ouvrir à Parakou, à Natitengu. C'est une façon aussi d'être au plus près des populations. Et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour remercier tous nos partenaires techniques, financiers. Avec cette installation officielle, le Fonds international de développement agricole FIDA va accompagner de plus près le gouvernement béninois et remplir sa mission d'investissement dans les populations rurales. Le FIDA se positionne ainsi comme un partenaire crédible qui apporte son appui aux populations rurales depuis 40 ans bientôt, en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté. À ce titre, le FIDA s'affiche aujourd'hui comme l'un des partenaires clés du développement du secteur agricole. Il faut le rappeler, quelques heures plus tôt, une délégation de la vice-présidente aux côtés du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a effectué une visite sur les sites du projet PROCA. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la première visite de la vice-présidente du FIDA au Bénin. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, a fait le bilan des réformes opérées en faveur des personnes en situation de handicap depuis 2016 en République du Bénin. C'était lors d'un entretien télévisé co-animé par Marie-Léa Yemadjo de la télévision nationale et Honoré Naoum de Radio Cotonou. Suivons ensemble. Alors, puisque vous me mettez la période 2016 à nos jours, je voudrais rappeler qu'avant 2016, les personnes handicapées étaient délaissées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques pour elles. Et de 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Mais je parlais des concours de la fonction publique. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Et il y a d'autres concours également par la suite qui ont eu lieu et pour lesquels ils ont aussi pu s'inscrire et pu concourir et nous attendons les résultats. Au-delà de ces quotas, il y a l'inscription, l'âge de 5 ans, la majoration pour que les enfants handicapés puissent s'inscrire même s'ils sont un peu en retard ou alors que ce soit au niveau des inscriptions pour les concours, cette majoration de 5 ans est de mise. Il y a bien sûr des appuis au niveau de leurs entreprises. Lorsqu'il y a des personnes handicapées qui veulent monter une entreprise, l'État leur vient en soutien. Mais lorsque les entreprises emploient aussi des personnes handicapées, la part patronale est payée par l'État. Donc il y a une exonération aussi des taxes donc, pour les personnes handicapées par rapport même à leur appareillage, etc. Il y a beaucoup de mesures qui découlent de ces textes et certaines sont déjà mises en application. Donc vous avez évoqué ce cadre réglementaire et aussi des actions concrètes au profit des personnes handicapées. Ça dit que globalement, il y a par exemple un guichet où dans une commune, toute personne handicapée peut se présenter et puis voilà, bénéficier de cet accompagnement-là. Alors, nous avons nos anciens CPS, des centres de promotion sociale, qui sont aujourd'hui
en train de se transformer en guichet unique de protection sociale. Et c'est dans ces guichets uniques que les personnes handicapées vont déposer leur dossier, dont la liste a fait l'objet déjà de communiqués, pour pouvoir être inscrits, pour bénéficier de la carte d'égalité des chances. Il y a une commission interministérielle qui sera appuyée par des experts. La commission a déjà été installée, elle siégera pour pouvoir analyser les dossiers. Et sur la carte d'égalité des chances, en fait, il faudra qu'elle puisse, la commission, avec les experts, déterminer le taux d'incapacité lié au handicap qui sera inscrit et qui permettra donc aux personnes handicapées de bénéficier des différentes aides sociales. Le ministre conseiller à la Santé, Claudine Prudencio, poursuit son périple à travers les formations sanitaires publiques en République du Bénin. Elle s'est rendue dans le département de l'Ouémé où elle a pu constater de près les réalisations inédites à l'actif du chef de l'État, Patrice Talon. Lors de sa visite, le médecin-chef du centre de santé d'Adjara a profité de l'occasion pour exprimer le besoin de renforcement en personnel, notamment en sage-femme, afin d'améliorer la prise en charge des femmes en gestation. Suivons ensemble. 3 points majeurs méritent d'être soulignés. La maternité d'Adjara, qui offre aujourd'hui des conditions optimales pour l'accouchement et réduit considérablement la mortalité maternelle et néonatale. Il y a le centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé, qui dispose désormais d'une unité d'oncologie pédiatrique unique au Bénin, permettant la prise en charge gratuite des enfants atteints de cancer, le renforcement du système sanitaire départemental avec l'arrivée de nouveaux équipements, le recrutement de médecins et l'installation prochaine d'un scanner de pointe, preuve de l'engagement du président Patrice Talon et de son gouvernement à doter chaque département d'infrastructures de qualité. La première étape du périple a conduit le ministre conseiller et sa délégation au centre de santé communal d'Adjara, situé dans la zone sanitaire des 3A, Adjara, à Commissaire-Été et à Vranco. En compagnie du préfet de l'Ouémé et des élus communaux de la commune d'Adjara, avec à leur tête le premier adjoint du directeur départemental de la santé de l'Ouémé et les responsables du centre de santé, Claudine Prudencio a fait une visite guidée dans les différents services, notamment la maternité. Nous avons 4 boxes d'accouchement. Nous avons l'équipement nécessaire correspondant à la structure du premier niveau périphérique, le centre de santé communal. Donc pour prendre en charge les bébés. Tous les bébés que nous n'arrivons pas à prendre en charge, c'est par défaut de plateau technique parce qu'au niveau du CHDO, il y a les spécialistes qui sont là-bas qui peuvent accompagner. Donc si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas de critères de référence, toutes les femmes qui viennent ici au centre de santé communal d'Adjara, nous les prenons en charge et nous arrivons à faire des accouchements euthosiques quand même. Kemleva fi leko kponami kudo leko jina vinami doa e jenami atoji no vinye va fi ye o le Bénin sinon evi ke njina sa ta ke njinali donc m'pole ke o le Bénin la hoya me doa et donc en tient fois me va fi mais effectivement o le Bénin tient ndak bena ma ne m'po mi anovi o ke o fois alo ameke ville le doa. Je te conseille de ne pas conduire à la gare parce que ne va faire au lena benenami. Ça il faut un moment on a pas yere mi adio. O pona mi adio nyore ke jeru. Eta wezombo tronsemembo wana de ye azon wi wa fit on mendo. Wezombo tronsemembo wa. Azon wi wa lo e mando problème en tant que tel labor. Oui wa chelo no wezon kaka no dude jijan. Nkamondo azolo me bo jacho wezombo nwa ndo nde do azon ton enyo alo azon de pobo enavo wale ndo nde gbawo oto ndo de susupo yi maudo do nde yi mesen me do gbelo bi odo do nde
Nous avons bénéficié d'une ambulance dans la commune d'Adjara. Nous avons bénéficié d'une ambulance dans la commune d'Adjara. En plus de ça, le matériel informatique. Nous avons bénéficié dans le département 70 ordinateurs de table que nous avons positionnés dans toutes les zones sanitaires et les communes. Donc, tous les centres de santé de communes ont bénéficié de matériel informatique. Nous avons plusieurs femmes. La fréquentation est très forte par moment et donc il y a des femmes qui viennent. Nous ne pouvons pas les retourner passer une certaine heure. Donc nous acceptons toutes les femmes qui viennent, peu importe l'heure, pour faire les consultations prénatales. Parce que le revers également, c'est que si elles partent, elles ne reviennent plus dans le centre de santé à cause du mauvais accueil qu'elles vont dire. Or, c'est parce qu'il y a des limites. Donc nous ne fixons pas d'heure, nous prenons toutes les femmes. Mais quand nous prenons toutes les femmes et qu'il y a à la fois accouchement, qu'il y a les cas pathologiques à prendre en charge, c'est la même sage-femme qui est de garde qui assure à la fois l'accouchement, les cas pathologiques et qui doit prendre les consultations prénatales. Donc, dans ces cas-là, nous demandons aux femmes de bien vouloir prendre patience et la sage-femme part au plus pressé, l'accouchement, ensuite les cas pathologiques avant de retourner aux consultations prénatales. Donc, on leur demande de patienter. Donc, pour les ressources humaines, là, si on doit exprimer un besoin, c'est de doter le centre de santé communal d'un peu plus de sages-femmes. Après une visite guidée au centre de santé communal d'Adjara, accompagnée du préfet de l'Ouémé, Claudine Prudession s'est rendue au centre des jeunes et loisirs de la commune d'Adjara. Objectif, échanger sur les réalisations du gouvernement dans la commune et recueillir les doléances de la population. Je suis venue échanger avec vous et d'abord vous annoncer que la santé est une priorité pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Le président Patrice Talon a prévu construire ici pour vous un hôpital de zone de 120 lits très prochainement. Les études architecturales sont en cours et l'hôpital va démarrer dans quelques semaines seulement. Et cet hôpital de zone va servir à Djara, à Kromisrete et à Vrankou. Mes frères et sœurs, chers sages, le président Patrice Talon, depuis 2016, a ouvert des chantiers dans notre pays. Le Bénin est en chantier. Depuis très longtemps, nous avions soif de parler à l'autorité, de lui exprimer notre profonde gratitude et surtout pour qu'il lise sur nos visages le soulagement qu'il nous a procuré grâce à des multiples actions dans le secteur crucial de la santé et tous les autres. La santé avant tout. Avec le gouvernement du nouveau départ, même l'aveugle a vu que l'attention qu'il faut a été accordée à ce secteur de l'épanouissement de la population. En témoignent les réformes audacieuses de notre leader, le président Patrice Talon, sur les plans du renforcement en qualité et en quantité des ressources humaines qualifiées dans le domaine de la santé, de l'amélioration du plateau technique dans nos formations sanitaires et l'érection de multiples infrastructures de soins de santé, de l'accès plus facile, rapide et équitable aux soins de la santé pour toute la population grâce au projet ARCH, de la prévention des maladies grâce au déploiement des relais communautaires au chevet des populations. ma มา 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 ma
Mais les Wali Minido. Les Djawé Bidora, papa, vidi. Toli, on plan vite, c'est ça, il donne. On s'en boit, on doit draguer, et là, on doit dévoiler. Pour les potes, pam. Bon, fille, non, non, là, il doit. Bon, on dit vite, on ton lait. Au plaidi, bon, à modi, et yo, ne, nous les mina de counou, ni à Djedoto, oui. Yewa, son lobo, yaisu. Et non, do yai gona, même de mina, ou la benaso, nous tout mi, bois, hi, ho, mi, ma so de beba. Et mi don do maman mi ton lait. Tano, ou mi ando de town. Do, yero, yo voulais non to yo voulais. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. À mon talent, ewo ede nuku metona agira. De yenjo goudron de yebayo da iwe mo. À mon goudron lo ma goudron de beton mon santé de gile. Bon, ma ou bayi bo ene wa fait bo yi grade bo do presse. Bon talent wa e wa doser goudron na. Mi don de ba ou. E ma yemi. Goudron e bayi. L'idée est au centre de santé au dehors de Yézan quoi de frein. Maman de Doda y est ma chindo. Do me de wande y ni bodo. Nde zongo ko me chehunda o endo ite. Nde yeto di doto fiele ko ma chindo. Dans notre commune, ces réformes ont eu un impact significatif. Nos centres de santé sont progressivement renforcés et l'existence des relais communautaires constitue un maillon essentiel dans la chaîne de prévention et de prise en charge. Toutefois, Madame la ministre conseillère, les défis restent immenses et dynamiques. Je voudrais remercier le gouvernement pour la politique qui a été mise en place, la politique de santé communautaire, où il est question d'être en contact direct avec la communauté pour la mise en place des relais communautaires et des agents de santé communautaires qualifiés. Cela constitue vraiment un couloir pour les agents de santé et pour tout problème, toute intervention au niveau de la communauté. Nous avons plus la facilité maintenant d'atteindre nos cibles. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la santé de nos populations et au travail acharné de ceux qui œuvrent sans relâche pour améliorer les conditions de vie de nos communautés. Comme le disait Paul Farmer, la santé est un droit et les relais communautaires sont les champions de ce droit au sein de leur communauté. Dans la commune d'Abomey-Calavi, les occupants des alentours des extensions électriques de haute tension ont jusqu'au 31 mars prochain pour libérer les lieux ordre intimé par le ministre conseiller des infrastructures Jacques Ayadji qui s'est entretenu le 12 mars dernier avec les autorités de la dite commune. À cette occasion, il s'est éprayé de l'avancée des travaux de déguerpissement des 10 lieux et a précisé en 3 points les raisons de la décision de libérer les lignes haute tension. Plus de précisions à travers cet élément signé SRTB-SA. L'occupation des alentours des installations électriques de haute tension ne sera plus tolérée. Les occupants sont priés de libérer les emprises au plus tard le 30 mars 2025. Le ministre conseiller aux infrastructures Jacques Ayadji a tenu une rencontre avec les autorités préfectorales et municipales à Abomey-Calavi. S'agissant de ceux qui utilisent ces espaces-là à des fins commerciales, leur dégagement sans tarder. Mais c'est eux-mêmes qui vont se déplacer des zones à leurs frais. Mais s'ils ne le font pas, l'État sera dans l'obligation de prendre d'autres dispositions pour les faire partir. S'agissant de ceux qui utilisent ces espaces à des fins de sport, nous avons retenu de les rencontrer pour les sensibiliser et leur indiquer les zones que nous allons aménager provisoirement pour leur servir de terrain
de sport, d'entretien, en attendant que le programme ambitieux que le gouvernement a dans le domaine sportif à travers la construction des stades puisse être achevé. Nous avons aussi pensé à ceux qui font le maraîchage dans cette emprise-là et nous avons décidé de poursuivre les réflexions. Pour leur propre sécurité, les populations sont invitées à s'éloigner des installations électriques de haute tension. Nous remercions déjà ceux qui ont commencé par partir parce qu'il y en a beaucoup qui partent déjà d'eux-mêmes. Ceux qui ne sont encore là, on va leur parler pour que d'ici quelques jours, que ce domaine soit vide de présence humaine. Dans les tout prochains jours, une opération sera lancée afin de libérer les 10 espaces. Proche collaborateur de l'ancien président Mathieu Kérékou, l'ancien ministre de l'Intérieur Daniel Tawema a dévoilé son livre autobiographique baptisé « De la terre à l'État » le 14 mars dernier. Et c'était à l'hôtel Azalaï de Cotonou, un ouvrage qui retrace son itinéraire personnel et politique des racines modestes aux hautes fonctions de la République. Retour sur le lancement officiel avec la SRTB-SA. Ancien ministre et figure majeure de la conférence nationale de février 1990, Daniel Tawema lève le voile sur les coulisses de cet événement historique qui a fait du Bénin un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Dans son ouvrage « De la terre à l'État », il retrace son parcours et partage sa vision du pouvoir. L'unité nationale est tout aussi cruciale. Ensemble, en dépassant nos différences, nous pouvons bâtir un Bénin plus fort. De son enfance modeste à Materi dans l'Atakora à son ascension au sommet de l'État, Daniel Tawema livre un témoignage sincère. Il y dévoile les moteurs de sa détermination, la force de son caractère et son ambition pour le Bénin. À travers succès et échecs, il rappelle qu'un homme politique n'a qu'un seul véritable pouvoir, servir la nation et le peuple qui lui accorde sa confiance. Cet intellectuel, homme politique du Bénin, nous propose en réalité un roman autobiographique qui nous fait découvrir et parcourir le Bénin et le monde en nous révélant ce qu'on pourrait appeler le conte de fées d'un jeune garçon né à Tébitou-Kouarou, à Materi, et qui a bénéficié des bienfaits de l'ascenseur social. Ma candidature à l'élection présidentielle en 2006, bien que n'ayant pas abouti comme je l'espérais, m'a appris l'importance du service de l'écoute et surtout du sens de la résilience. Sur 340 pages et à travers 7 chapitres, De la terre à l'État offre une immersion captivante dans les réalités du pouvoir, la lutte contre la pauvreté et les défis de l'ascension sociale. Plus qu'un simple récit, ce livre se veut une source d'inspiration, en particulier pour la jeunesse en quête de repères et d'ambition. Vos valeurs de travail acharné, d'humilité et de service à la communauté transparaissent dans chaque page. Je voudrais également souligner l'importance de tels ouvrages dans notre contexte actuel. Nous avons besoin d'histoires comme celle de Monsieur le ministre pour inspirer nos jeunes, pour leur montrer que l'avenir est dans leurs mains et que, peu importe d'où l'on vient, avec la détermination, on peut parvenir à façonner son destin. Nous avons besoin des aînés pour aller à leur école. Et quand ils écrivent, on y va de la meilleure des façons. Un ouvrage incontournable pour comprendre l'histoire politique du Bénin et s'imprégner des leçons d'un homme qui a marqué son époque. Depuis le 10 mars 2025, Cotonou abrite l'édition 2025 de des rencontres internationales de la bande dessinée dénommée RIBD, une célébration du 9e art qui s'inscrit dans le cadre du mois de la francophonie, articulée autour du thème Rue en bulle, quand la bande dessinée francophone réinvente nos villes et leurs utopies. Cet événement est organisé par le projet Ressources éducatives mis en œuvre par l'Institut français du Bénin, prévu s'achever ce 16 mars. Les RIBD visent à valoriser la bande
bande dessinée comme outil pédagogique et média d'expression culturelle et a encouragé sa diffusion en Afrique et sa production. Pour ce faire, plusieurs activités étaient prévues pour les participants connaisseurs comme néophytes. Reportage signé SRTB SA. Ce sont des aventures béninoises qui mettent en lumière les talents émergents de la bande dessinée. Un collectif de jeunes BDistes et illustrateurs encadrés pendant 18 mois. Au nombre de ceux-ci figure Ridwan Raji, étudiant en arts plastiques. Il est l'auteur de l'histoire La conquête du royaume du crâne. Participer à l'album collectif Aventure béninoise a été pour lui une belle aventure. Ce n'était pas un exercice très difficile parce que j'avais déjà eu à travailler sur une bande dessinée, Soweto, qui a été publiée en 2021. On a eu des allers-retours, on faisait des corrections et le travail s'est très bien passé. C'était très fluide. L'initiative émane de ressources éducatives. Elle vise à améliorer la qualité des processus d'enseignement en mettant dans les mains des enfants des ressources de qualité qui reflètent leur environnement sociologique. Au Bénin, nous avons opté de travailler sur la thématique de la bande dessinée parce que depuis plus de 30 ans, nous avons une histoire affective très intense avec la BD d'inspiration franco-belge. Mais aussi parce que pour nous, la bande dessinée pourrait être le levier par lequel on pourrait effectivement structurer l'ensemble de l'écosystème des industries culturelles et créatives, parce que c'est un métier collectif, c'est un métier de collectif et c'est un métier qui appelle à tellement d'autres métiers qui sont en transversalité dans les industries culturelles et créatives. Vous connaissez les vertus de la bande dessinée qui, ici au Bénin, connaît un essor très important depuis notamment la mise en place du programme Ressources éducatives, une BD pour les enfants, pour faire découvrir la bande dessinée aux plus jeunes, les inscrire dans leur parcours scolaire. À travers l'exposition Chichavi, la nouvelle vague, ici en vernissage, ce sont des histoires typiquement béninoises qui sont racontées. L'exposition se poursuit jusqu'au 31 mars à l'Institut français du Bénin. Les étudiants de l'Université de Parakou ont eu une séance d'échange avec le ministre conseiller Sedami Medegan Fagla. Cette semaine, il s'agit du ministre conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle était entre autres accompagnée du directeur général de l'ANPE. À l'occasion, les étudiants, les universitaires ont été entretenus sur l'insertion professionnelle. Retour sur leurs échanges à travers cet élément. Les étudiants de l'Université de Parakou échangent avec le ministre conseiller à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'objectif spécifique est de discuter des défis liés à l'insertion professionnelle des étudiants, les questions de formation, de compétences et d'emploi sont abordés. J'ai fait intervenir le DG de la NPE et le DG de la DPME afin qu'ils puissent entretenir les jeunes de tout ce que le président Patrice Talon a mis en place comme dispositif pour les accompagner et pour les employés en tant qu'employés ou en tant que créateurs d'emplois, en tant qu'entrepreneurs. Deux communications sont présentées. La première par le directeur de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, porte sur les programmes et opportunités d'emploi offerts aux jeunes diplômés depuis 2016. La seconde, animée en ligne par le directeur de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, a mis en lumière l'entrepreneuriat et les stratégies de création d'emploi. Beaucoup de jeunes ne savent pas que l'emploi, ce n'est pas à la fin de la formation qu'on cherche l'emploi, mais déjà au moment où on démarre la formation qu'il faut avoir un projet professionnel. Et nous sommes aujourd'hui venus leur expliquer tous ces mécanismes, toutes ces démarches et surtout leur parler du programme spécial d'insertion dans l'emploi qui permet à tous les jeunes universitaires qui sortent de pouvoir s'inscrire dans un programme. Nous nous occupons de la reconversion, nous nous occupons donc du changement de la mentalité pour les préparer autrement. Mais la suite, l'État quand même, le chef de l'État a de très bonnes initiatives qui méritent d'être connues. Et c'est heureux pour nous de savoir que ce que nous faisons a un prolongement donc, en termes donc, de prise en charge réelle et donc, de nos étudiants. Et nous sommes très heureux d'accueillir cette délégation. Les étudiants repartent
mieux informés. Mais avant cette séance, la délégation ministérielle a échangé avec l'équipe rectorale et les responsables des instituts de formation en médecine. Actualité hors de nos frontières à présent. Le président angolais João Lourenço a exhorté ce samedi les partis en conflit à l'est de la RDC à observer un cessez-le-feu à compter de ce 16 mars 2025 à minuit. Selon un communiqué de la présidence angolaise, cette trêve doit inclure l'arrêt des attaques contre les civils et l'interdiction d'occuper de nouvelles positions. L'initiative vise à faciliter les discussions directes prévues le 18 mars à Luanda entre Kinshasa et l'AEC M23. La question du cessez-le-feu et de ses modalités sera aussi discutée le 17 mars à Harare. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC doit établir un cadre plus contraignant. Pour rappel, vendredi dernier, João Lourenço a reçu au palais présidentiel de Luanda un envoyé spécial de son homologue congolais Félix Tshisekedi qui n'a fait aucune déclaration à la presse. Aucun détail n'a été divulgué sur la réunion qui portera sur les questions de sécurité et de stabilité dans l'est de la RDC. L'incertitude porte également sur la composition des délégations attendues mardi à Luanda. L'AFC M23 affirme que son équipe est prête à faire le déplacement, mais attend une notification officielle de la médiation angolaise assortie de garanties sécuritaires. En effet, la participation de Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints du mouvement, reste aussi incertaine. L'AFC M23 conditionne leur présence aux assurances sécuritaires qui leur seront fournies. Autre information hors de nos frontières, les États-Unis n'ont aucun droit de dicter la politique étrangère de l'Iran, a affirmé ce dimanche le chef de la diplomatie iranienne après un message du président américain Trump ordonnant à l'Iran d'arrêter immédiatement son soutien aux Houthis au Yémen. C'est sur le réseau social que s'est prononcé Abbas Araghchi, appelant à cesser de tuer le peuple yéménite. En effet, le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi 15 mars sur son réseau social que les États-Unis ont mené une action militaire décisive et puissante contre le groupe rebelle Houthi au Yémen. Donald Trump demandait également à l'Iran d'arrêter immédiatement son soutien aux Houthis. La capitale Sanaa a été touchée par des frappes, disent les Houthis, après l'annonce de Donald Trump. Et pour rappel, les Houthis avaient annoncé mardi dernier en soirée qu'ils reprenaient l'interdiction du passage de tous les navires israéliens dans la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden et la mer d'Arabie. Cette décision faisait suite au refus d'Israël de permettre la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Sport dans cette édition, BOAFC affiche une confiance grandissante en Ligue Pro à domicile pour cette 22e journée. Les joueurs de Claver Kounoudji se sont imposés 1-0 face au Buffle FC de Borgou. Suivez les impressions du président de BOAFC et ses deux entraîneurs après le match au micro de Zaï TV Parakou. Bon, écoutez, comme vous le savez, dominer n'est pas gagner. On a eu beaucoup de situations. Malheureusement, on a fait une erreur défensive qui a été payée cash. Et voilà, c'est le football. L'équipe qui a gagné s'est tellement méritée de gagner parce qu'elle a marqué un but. Nous, on n'a pas su marquer de but. Et voilà, c'est l'activité que nous avons depuis. Donc voilà, je suis un peu déçu parce qu'on avait à cœur quand même, après avoir perdu 2 points à domicile contre Dynamique, essayer de rebondir ici. Voilà, derrière une erreur défensive nous plombe. Mais c'est le football. C'est le football, beaucoup de déceptions, mais voilà, on a 10 jours un peu pour laver les têtes. Voilà, on va bien laver les têtes et après avoir lavé les têtes, on va repartir de peu belle à l'entraînement pour continuer par travailler. Oui, les impressions elles sont bonnes, même si ça a été la mort dans l'âme. On a fini quand même par avoir ces 3 points précieux qu'il nous fallait pour nous relancer après la défaite à Radjer. Les enfants, cet après-midi, ont certes multiplié de maladresse, mais ils ont quand même été
concentrés sur ce qui est des consignes qu'on les donnait. Ils ont suivi les consignes à la lettre. Tactiquement, ils étaient en place. On a causé beaucoup de difficultés à l'adversaire. On savait que les Buffs, c'était une grande équipe. Une équipe qui, pour la plupart, partait toujours du derrière. Il fallait les empêcher de développer leur jeu. C'est ce qu'on a essayé de faire cet après-midi. Et ça a payé. On a eu les 3 points. Nous sommes heureux. On va se retirer et se préparer encore pour la réception de Dynamique pour la journée prochaine. Bon, les impressions, elles sont très bonnes. Surtout après cette victoire qui nous pousse à 25 points. Parce que cette équipe des Buffs, c'est nos grands frères, c'était mon club préféré que je supportais partout. Mais cette équipe nous devait quand même cette victoire parce qu'à l'aller, ça c'était terminé par 1-0 en faveur des Buffs. On a joué ce match à 10 contre 11 depuis la 10e minute de jeu. Et on a poussé jusqu'à on est allé à l'égalisation, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on devait quand même rendre le coup à nos grands frères parce que Boa, c'est un promu qui est né avec les dents. Bon, nos ambitions pour le futur, bon, c'est d'abord comment trouver une société ou des partenaires pour accompagner ces jeunes joueurs qui ont envie de montrer leur talent. Parce qu'au vu de tout ce que nous faisons parmi les 36 clubs, vous allez constater quand même que Boa est le seul club qui joue avec des joueurs locaux, c'est-à-dire uniquement des Béninois. Donc nous avons beaucoup d'ambition pour eux, mais sans moyens, nous ne pourrons rien. Dernier du groupe A, Dynamo FC de Parakou a réalisé une belle performance en s'imposant 1-0 à domicile contre Dynamo d'Abomey, 3e au classement. Une victoire vue précieuse pour le club de Parakou. Brice Kwadonou, coach de Dynamo Parakou, livre ses impressions au micro de ZAE TV Parakou. En première partie, il faut respecter l'adversaire. C'est le 3e qui joue contre le dernier. Donc nous devons le respecter. Et vous savez, quand tu viens dans un coin, tu fais l'état derrière. Et vu les faiblesses de notre équipe, on ne pouvait pas se livrer en première partie. Donc on a essayé d'observer l'adversaire, de le contenir, avant de pouvoir savoir ce qu'on peut faire maintenant en seconde partie. Et vous allez constater qu'en seconde partie, on n'a pas dominé le match en tant que tel, mais on a eu le ballon. Et sur un coup franc magistralement transformé par un de mes joueurs, on a mené le score. Donc c'est ce qui s'est à la mi-temps qu'on a essayé de les galvaniser. Après avoir bien, ils ont souffert un peu. Ça veut dire qu'on a un peu forcé et on va toujours forcer parce qu'on n'a pas le choix. On est dans le championnat, on n'a pas le choix. On va essayer de travailler sur ce point en prenant en compte aussi l'aspect championnat. En n'oubliant pas qu'on a chaque week-end un match. Surtout la semaine prochaine, en 4 jours, on a 2 matchs. Donc on va prendre tout ça là en compte. Et je crois que la volonté hier, moi j'ai constaté la volonté. Si je ne pouvais pas relever le défi des dirigeants, je ne serais pas là. Donc je suis là pour l'opération commando. Relever le défi et puis c'est fini. Mesdames et messieurs, on parle à présent du récapitulatif des matchs de la 22e journée de Ligue Pro. Dans la poule A, BOA de Sinandé s'est imposé 1-0 au Buffle de Borgou. Dynamo FC et Dadia ont fait match nul, 0 but partout. Même scénario entre Real Sport et AS Tonnerre. Dynamo de Parakou a pris le devant face à Dynamo d'Abomey sur un score de 1-0. Abeille et Beke ont respectivement chuté 0-1 devant Lotopopo et Damissa. US Cavalier s'est largement imposé 3-0 face à Panthère. Match nul, 1 but partout entre Espoir et Bani-Gansé. Et enfin, dans ce groupe, Audio a battu AS Takouné 1-0. Dans le groupe B, AS Police et Avronkou Omnisport se sont inclinés devant Aïma et Sitatunga. Nul 0 but partout entre Asvo et Aspac et USS Kraké. Et Coton, nul 2 buts partout entre AS Sobemap et AS Cotonou. Même production entre Dragon et Requin, mais avec la différence de 1 but de plus. Pour finir avec le groupe B, Étoile Filante a pris le déçu 2 buts contre 1 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. Après ce récapitulatif, on parle de décès, aussi de décès dans le monde du football béninois. La Fédération béninoise de foot est en deuil et selon les informations, le responsable en charge des licences de l'instance de gestion du football béninois est décédé ce dimanche 16 mars 2025. Alain Quenom, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est mort d'une crise. Dans un communiqué en date de ce
ce dimanche 16 mars 2025, signé du secrétaire général Claude Paqui. La FBF a adressé ses vives condoléances à la famille du football d'une part et à sa famille biologique d'autre part. Mesdames, Messieurs, sur cette information prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon début de semaine à tous.